Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et la résistance organise donc l'évasion du camp. On se fait circuler des cisailles et de la poudre. Il faut tenter l'impossible. Elles sont prêtes à sacrifier la majorité du camp si ça permet au moins à quelques-unes de survivre. Et surtout, si ça peut leur permettre de témoigner. Le monde doit savoir, coûte que coûte. Mais alors que Maiko se prépare pour l'évasion, elle est jetée dans un wagon aux côtés des 48 survivantes du fameux convoi des 230. Elles sont transférées à Ravensbrück. Là-bas, alors qu'elle découvre le sort réservé aux femmes choisies comme cobayes vivants au nom de la recherche médicale, l'esprit résistant de Maiko redouble de vigueur. Les jeunes filles qui survivent à ces opérations sortent avec d'affreuses blessures aux jambes, non recousues et souvent suppurantes. C'est épouvantable. Face aux horreurs que subissent ces pauvres victimes, Marie-Claude organise un réseau de protection et de solidarité. Le 4 février 1945, par exemple, alors que les SS demandent aux cobayes de rester dans leur bloc, les détenus comprennent que leur fin est proche. Ce genre d'ordre n'intervient que quand il y a une extermination qui est programmée. Une opération se met alors immédiatement en marche malgré le couvre-feu. Maiko passe la nuit à visiter tous les blocs, un par un, pour réquisitionner l'aide précieuse des autres prisonnières dans sa recherche de cachette. Ensemble, elles préparent des espaces dans les réserves de charbon et déclouent les planches des plafonds. Toute solution, même minime, est bonne à prendre. Le lendemain matin, toutes les détenues sont sur le branle-bas de combat. D'abord, l'électricité est coupée pour retarder l'appel du matin. Dans la foulée, une centaine de femmes se ruent d'un même mouvement sur les gardes pour semer le chaos général. Finalement, elles réussissent leur coup. Les cobayes échappent à leur exécution programmée. Le lundi 30 avril, à 11h30, le premier cycliste de l'armée rouge entre dans le camp de Ravensbrück. Ça fait 8 jours que les Allemands ont fui le camp, laissant derrière eux les détenus aux portes de la mort, sans eau ni nourriture. Par rapport à la grande majorité des hommes et des femmes du camp, Marie-Claude fait partie des plus vivaces, même si elle est extrêmement maigre. Elle est donc éligible au premier rapatriement, mais elle décide pourtant de rester dans le camp pour accompagner les médecins, les commissaires et les photographes dans tous les recoins de son ancienne prison. Dans son cerveau, 3 mots tournent en boucle: soigner, sauver, photographier. Elle n'a pas oublié le désir virulent de toutes ses défuntes camarades, celui de témoigner. Il faut que le monde sache ce qu'il s'est passé. Ainsi, pendant 55 jours, Marie-Claude se démène pour apporter des médicaments, de l'eau, du réconfort et de la nourriture aux plus faibles. Elle aide même les soldats de l'armée rouge à faire entrer dans le camp pas moins de 100 poulets et 30 vaches. C'est finalement le 25 juin qu'elle rentre à Paris. Le 20 décembre, celle qui est désormais surnommée dans la presse Sainte Marie-Claude reçoit la Légion d'honneur. Mais la cérémonie ne lui fait ni chaud ni froid. C'est pas de ça dont le monde a besoin. Non, ce qu'il faut, c'est parler. Le 29 janvier 1946, Marie-Claude est dans l'avion, direction Nuremberg. Elle va enfin pouvoir témoigner, elle va pouvoir faire honneur à ses sœurs, tombées au maquis et dans les camps. Ce 29 janvier 1946, Marie-Claude refait face à ses bourreaux, et cette fois, c'est elle qui a le pouvoir de les punir. Pendant des heures, elle décrit en détail les 27 mois vécus dans les camps. Aussi éprouvant soit-il, son témoignage contribue à démontrer l'existence de la solution finale et à lui attribuer la qualification pénale de crime contre l'humanité. Marie-Claude est la première femme à témoigner au procès de Nuremberg. Après ce jour charnière, elle se place en figure de proue de tous les combats de la gauche. Égalité sociale, féminisme, lutte contre la bombe à hydrogène. Elle n'en manque pas un, son militantisme reste sans limite. Mais Maiko n'est pas la seule qui est lourdement touchée par la guerre. Son cousin, lui, n'a pas eu la chance de s'en sortir vivant. Pascal, le fils aîné de Michel et Marcel, engagé dans le corps franc Liberté depuis le lycée, a décidé le 6 juin 1944 de rejoindre le maquis. Le 10 juin, après 4 jours seulement, il se fait débusquer par les Allemands et est carrément exécuté aux côtés de 11 de ses jeunes camarades. C'était 2 mois seulement avant que Paris ne soit libéré. Encore abasourdi par la mort de son fils,
Michel lance les démarches pour reprendre les activités de Vogue et du Jardin des Modes qui avaient souffert du manque de papier évidemment. Grâce à son attitude irréprochable pendant la guerre, les autorités lui donnent vite leur aval, contrairement aux journaux collaborateurs évidemment dont les parutions sont interdites pour de longues années. Les premiers numéros de Vogue qui sortent en kiosque juste après la guerre sont un succès phénoménal. Michel, lui, est déjà vieux. La mort de son fils l'a affaibli, la guerre l'a épuisé. Il reprend pourtant les activités du magazine avec autant d'ardeur qu'au premier jour. Dans son constant désir de développer le monde de l'art et de la mode, il fait à quelques années d'intervalle la rencontre de deux jeunes hommes. Le premier s'appelle Christian Dior, le deuxième Yves Saint Laurent. Rédacteur en chef d'un des magazines de mode les plus influents au monde, Michel voit en eux un avenir prometteur et s'efforce de les aider à l'atteindre. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.